Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Distillcast. Alors aujourd'hui, on va parcourir ensemble la Distill News 102 intitulée Fumée torréfiée épicée qui a été publiée le dimanche 16 avril 2023. Et pour ce faire, je suis accompagné aujourd'hui de Yves Cosentino de Algebra Drinks, donc qui aura probablement beaucoup de choses à nous dire sur la partie notamment torréfiée. Voilà. Hello Yves et bienvenue à toi. Salut, merci de m'accueillir. Voilà. Donc Algebra Drinks et auparavant tu as aussi bossé j'ai vu pour Cutty Sark pour pas mal de groupes de marques. Ouais, tout à fait. J'ai commencé essentiellement en marketing et développement business pour des firmes de spiritueux, des petites boîtes, mais surtout des grandes, Ouais, pendant une petite vingtaine d'années. Et depuis, je suis devenu ce qu'on appelle en anglais un hustler, c'est-à-dire que Hustler. voilà, j'essaye de monter Ça cette déroule. marque de liqueur de café qui s'appelle Algebra. Et j'essaie de faire pas mal de choses autour parce que pour rester connecté à l'industrie Mm. et aussi en tant que consultant pour faire bouillir la marmite et alimenter les besoins en cash qui sont, même pour des petites marques, Ah qui oui, sont souvent assez voilà. importants pour faire ce que je veux et comment je le souhaite, notamment avec Algebra. Voilà. Bon, c'est un bon petit rappel, hein. Si vous montez une marque, attendez-vous pas forcément à en vendre des centaines de milliers et revendre votre marque à un gros groupe pour des millions. Donc il faut aussi prévoir d'autres activités potentiellement. Voilà, le Voilà. yacht aux Seychelles, c'est pas dans les 6 premiers mois. D'accord. Bon. Peut-être le septième, à suivre. Sachant que voilà, tout le monde ne rêve pas d'un yacht aux Seychelles et c'est pas mon cas. Donc voilà. Et bah sur ce, je te propose qu'on attaque direct parce qu'il y a un gros programme, hein. On va se taper quasi 2 semaines d'actualité d'affilée. Voilà, donc c'est parti avec première news, ce qui vaut aussi le titre de cette newsletter, qui est donc Patron qui a sorti en fait deux tequila ahumado. Alors je suis désolé pour l'accent espagnol, mais ce qui veut dire fumé. Et petit truc, donc, c'est qu'apparemment, ça mêle un peu le meilleur des deux mondes entre tequila et mezcal, hein, puisque les agaves ont été rôtis au charbon de bois pour un aspect fumé. Donc voilà. Alors, pour entrer en matière, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Je pense que ça va être un lancement qui va être qui potentiellement est un petit peu polémique. Je pense qu'il y a Ouais. pas mal de personnes du business qui vont se dire, mais en fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Pour Ouais. moi, en termes de business, d'opportunités marché, de white space, ça fait, ça fait du sens complètement. J'ai pas goûté le liquide, mais je pense qu'ils savent un petit peu ce qu'ils font. Oui. Et que ce qui va être intéressant en termes de liquide, ça va être l'équilibre entre justement ce côté fumé et puis le côté distillat d'agave. Sur le Mhm. papier, ça peut être un produit qui va être plus accessible pour, pour des consommateurs qui sont parfois un peu rebutés par le côté, on va dire, brut de décoffrage ou Ouais. peu rectifié avec des queues, voire même des têtes un petit peu trop présentes dans le distillat que certains mescals ont. C'est aussi plus accessible pour des personnes qui ne vont pas chercher une typicité, un lien entre guillemets avec le terroir, même si c'est un mot qui est un peu galvaudé, qui est souvent l'apanage, en tout cas des meilleurs mescals. Mhm. Donc je pense que c'est un petit peu comme si on fait un parallèle avec le monde du whisky, notamment le monde du scotch. Euh, pour moi, Ouais, ça le fait côté complètement de sens de lancer cette version fumée, fumé, ouais. un peu comme certaines marques de blend parfois ou de malt vont lancer une déclinaison tourbée de leur whisky. Donc ouais, Ouais. effectivement. Et puis après, Je il y a les pense que puristes qui c'est. vont dire, mais en gros, faire un bah, ça, copycat de mezcal pour une ça grosse peut être marque, une. voilà. Ça peut être une porte d'entrée, ça peut être aussi, pour moi, ça se fond dans l'idée qui est un peu tout se mélange en ce moment depuis quelques années là que j'observe ça. C'est toutes les catégories se confondent maintenant. Donc, bah écoute, c'est effectivement pourquoi ça n'a pas été fait avant.
Mais à suivre en tout cas, si on a la chance d'en avoir en France, je goûterais volontiers. Et pour moi, il y a juste un tout petit bémol en Ouais. tant qu'ancien marketeur, c'est que c'est intéressant de voir qu'ils n'utilisent pas exactement la même forme de bouteille, Mm. avec une bouteille un tout petit peu plus élancée Ouais. que leur bouteille standard. Et moi, je me dis pourquoi pas. Alors peut-être que derrière, il y a l'idée de se dire, bah, ça va être c'est un produit qui est un petit peu différent. Techniquement, si on regarde la législation, ça a tout, à mon avis, ça a toujours le droit de s'appeler une tequila. Je pense qu'il n'y a pas d'arôme ajouté ou quoi que ce soit. Ouais. Le En tout cas, process. en tout cas, tequila est inscrit sur la bouteille. Ouais. Voilà. Donc c'est pas une liqueur à base de tequila, c'est pas une tequila flavored. Voilà. Et après, moi, je me dis pourquoi pas garder la même bouteille qui est en termes de design qui est absolument magnifique. Et puis après l'étiquette avec le petit côté comme si Et elle était brûlé. brûlée, incandescent. Je me dis c'est un peu smart, mais c'est peut-être un petit peu too smart, quoi. Donc c'est un peu trying a little bit too hard. Pardonne my franglais, mais voilà. Alors que pour moi, la marque et leur enfin, en termes de liquide, mais aussi en termes d'image et de marque et de packaging, il y a un côté très épuré, très on n'en rajoute pas. Et je me dis, est-ce que voilà, pour moi c'est un petit bémol, voilà, ça agace un tout petit peu le designer frustré qui vit au fond de mon cerveau. Après, je pense que ça fait sens vu Complètement. que c'est un truc à part dans la gamme et tout. Il y a, enfin bon, après ça reste très premium, Patron, donc bon. À suivre en tout cas. Je te propose qu'on enchaîne. Il y en a beaucoup, je te le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On a Singleton qui a lancé un 40 ans d'âge. Alors, dans le communiqué de presse, ils disent dont un second vieillissement de 28 ans. Voilà. Et particularité, sinon, c'est que ça a été fini ensuite dans des fûts de rhum Zacapa. Voilà, donc pour contextualiser, Singleton et Zacapa, c'est Diageo. Donc, les ponts sont assez faciles, je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah tiens, ça te rapproche, vu que tu es basé à Londres, hein, je le rappelle. On a Royal Salute qui lance une version hommage pour le couronnement du roi, hein, qui arrive au mois de mai. Voilà, donc une petite bouteille à 25 000 pounds, hein, si jamais vous avez quelques économies et que vous avez la royauté, vous plaît. Voilà. Alors, en termes de design, alors clairement Royal Salute, ça fait partie de leur ADN et de leur histoire de marque, etc. Donc ils étaient entre guillemets obligés de faire quelque chose. Connaissant Rien que le nom. Ouais, et connaissant un petit peu le travail du Master Blender de Sandy Hislop, le liquide devrait être vraiment à la hauteur du packaging, etc. Mais quand on voit toujours des éditions plus rares, plus limitées, avec des packagings toujours plus luxueux, etc. À un moment, on se dit, est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je pense pas que ce soit une bulle, hein, mais est-ce que cette tendance, voilà, est-ce que l'Uber premiumisation, l'ultra premiumisation, je sais plus quel terme il faut utiliser désormais, du Scotch whisky, est-ce que la vague peut continuer? Est-ce qu'à un moment ça va s'arrêter? Est-ce qu'il y aura toujours des gens pour payer 25 000 euros ou livres ou je ne sais quoi, dollars? Ouais. Bah, je sais pas, tant que le côté un peu spéculatif se développe, le côté investissement qui est florissant, hein, tout ce qui est en chair, j'imagine que ça amène des nouveaux entrants tout le temps pour acheter des bouteilles toujours plus chères et pour essayer peut-être de les revendre plus tard. Voilà. Après, il y a aussi le fait de se dire que même si les bouteilles ne se vendent pas, ça fait toujours, enfin, c'est la pensée pour ces marques-là et pour ce secteur-là, ça fait toujours un effet de halo et ça fait du bien à la marque et ça fait partie des innovations qui vont améliorer la désirabilité, qui est un mot qui ne doit pas exister en français, mais c'est de la marque, quoi. Donc, en fait, ils peuvent pas y perdre, quoi. Oui, mais de toute façon, je vois ça, tout ce qui est édition limitée, tous les finishes, tout ça, c'est un moyen de faire de la com à moindre frais, je pense, parce que tu peux sortir le produit de manière assez agile.
Puis ça te fait toujours une nouveauté, ça fait des... Bah regarde, on en parle, voilà. Mission accomplie d'un point de vue RP. Et puis voilà, puis Royal Salute, ils ont aussi fait, quand il y a eu les NFT, ils ont fait des choses avec Blockbar aussi. Donc on voit qu'ils sont à l'affût de tout ça. Et voilà, donc pour la petite anecdote, c'est un blend de 53 whisky de malt et de grains. 53 comme 1953, le couronnement d'Élisabeth II. Voilà la petite minute culturelle. Enchaînons. Nous avons ensuite Ardbeg, on reste côté britannique, qui a sorti en fait un whisky qui s'appelle Heavy Vapors. Donc c'est pour le festival d'Islay, qui est fin mai, il me semble. Voilà, particularité ici, c'est que il a été distillé, en fait, Ardbeg apparemment connu pour avoir un purificateur dans son alambic. J'avoue que techniquement, je ne sais pas de quoi il retourne exactement. Mais en gros, ils ont enlevé ce purificateur, ce qui fait que des vapeurs plus lourdes ont pu passer. C'est la première fois qu'ils font ça dans leur histoire, apparemment. Et voilà, donc pour une édition limitée qui va sortir tout prochainement. Heavy Vapors. C'est vrai. Pour moi, c'est vraiment super intéressant. Alors, ce que fait Ardbeg avec leur communauté, leur design, et c'est toujours vraiment super excitant. C'est rare d'avoir ils sont arrivés à développer, à entretenir et à nourrir leur communauté et le côté culte qu'ils avaient avant, avec des choses qui détonnent complètement avec souvent le monde assez corseté et un peu boring du Scotch whisky, que ce soit malt ou blend. Et là, non seulement le design est absolument fantastique, mais ce qui est intéressant, alors j'ai pas goûté le produit, mais c'est que le produit, et en tout cas l'histoire a l'air d'être vraiment légitime et intéressante. Et les purificateurs, je sais pas si tu connais, mais il y a c'est un espèce de... en gros, c'est une espèce de boîte qui va être fixée sur le line arm, qui relie le col de cygne au condenseur et qui permet à une partie des vapeurs, justement les plus lourdes, les moins volatiles, de se recondenser, de revenir à l'état liquide. Et ensuite, il y a un tuyau qui va les ramener au cœur de l'alambic. C'est quelque chose qui est aussi utilisé par d'autres distilleries, notamment Glen Grant dans le Speyside. Et sur leur packaging, notamment, il y a souvent leurs alambics en forme de cloche, et on voit très très bien, parfois il y a même un schéma, un diagramme de fonctionnement de ces purificateurs. Et ce qui est fantastique avec ces purificateurs-là, c'est que aussi d'un point de vue historique, ça nous rappelle une chose, c'est que fin des années, on va dire fin du 19e, début du 20e siècle, même quand les whiskies très tourbés d'Islay et puis d'autres îles d'Écosse étaient fortement demandés par les blenders, il y avait quand même des whiskies, notamment Ardbeg, qui étaient un petit peu trop bruts de décoffrage, qui étaient un peu trop lourds, un peu moins élégants, et les purificateurs ont été installés a posteriori sur leurs alambics afin justement de clean up un petit peu leur caractère de distillat. Donc c'est vraiment intéressant. Pour les rendre plus consensuels, du coup. Mais c'est intéressant parce que parfois on se dit oui, dans le monde du scotch, en termes d'innovation, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, etc. Là, je trouve que c'est vraiment pour une édition limitée. Ça va plaire aux gens qui sont un peu férus de technique. Et voilà, je pense que c'est vraiment très intelligent, et j'avoue que personnellement, j'ai assez hâte de le goûter. Ouais. Mais Ardbeg, il n'y a pas à dire. Clairement, j'ai l'impression que tous les mois, ils font quelque chose. En plus, ça accompagnait d'un point de vue com, c'est assez intéressant. Là, typiquement, sur celui-là, ils ont fait un petit clip vidéo sur leur chaîne YouTube où tu es en mode BD, quoi, avec le chien d'Ardbeg qui voit un peu la distillerie exploser, le purificateur, les trucs qui s'échappent, quoi. Donc voilà, mais je vous encourage d'ailleurs checker tout ce qu'on évoque là. Donc vous pouvez checker sur distillnews.fr. Vous avez toutes les sources, et notamment dans la quotidienne, j'avais mis justement ce petit clip qui vient de la chaîne d'Ardbeg. Mais voilà, Ardbeg très créatif, là il n'y a pas à dire. Il y a une question quand même qui est intéressante d'un point de vue du marketing, c'est
un chien a quand même pas une expérience de vie aussi longue que les humains et encore moins qu'une marque de whisky. Donc, quand Shorty, je crois qu'il s'appelle, le Jack Russell, ou je sais plus. Je suis ignorant là-dessus. Quand il, voilà, est-ce que la succession est assurée? C'est une vraie question qu'ils doivent se poser. Ils prennent le même modèle. Et voilà. Bonne question, effectivement. Combien y a-t-il eu de Shorty dans l'histoire? Je ne sais pas. Donc voilà, pour Ardbeg, ne serait-ce qu'il y a 2 semaines, j'avais commenté un autre whisky Ardbeg avec un fût toasté un peu à la manière barbecue. Donc ça ne s'arrête pas. Probablement, peut-être dans 2 semaines, on se revoit et il y aura une nouvelle annonce. Suivant. Qu'est-ce qu'on a? On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec Knob Creek cette fois, ça c'est simplement une petite news. Alors ils ont pas rien inventé du tout. Hein. Ils font un rye whisky. Et simplement pour dire qu'ils ont maintenant la mention d'âge de 7 ans d'âge. Voilà, ce qui n'était pas le cas avant. Et ce qui, je pense, est reflet aussi du côté qu'on a de plus en plus de mentions d'âge sur le whisky américain. Il y a de plus en plus de choses vieilles qui sortent. Voilà, donc là, c'est un peu une petite tendance de fond là, qu'on voit apparaître sur un truc aussi anodin que ça. Le 7 ans d'âge, je trouve, n'est pas si anodin pour le coup. Pour moi, c'est absolument pas anodin. Je suis complètement d'accord avec toi. Tout d'abord, il faut quand même souligner le fait que pour les whiskies américains, bourbon ou rye, enfin les straight American whiskies qui doivent vieillir intégralement en fût de chêne neuf brûlé. Neuf, ouais. Et surtout avec un climat qui est quand même assez sec en été et puis avec des fortes plus extrêmes des deux côtés. On a un vieillissement, notamment en termes d'extraction, qui est beaucoup plus rapide que ce qu'on a l'habitude d'avoir en France ou en Écosse. Donc 7 ans de vieillissement dans ce type de fût extrêmement actif dans le Kentucky, c'est quand même ça vaut quasiment double voilà. Donc ce sont des whiskies qui commencent à être très vieux, même pour les whiskies américains. Et puis l'autre chose, comme tu le disais, ce qui est vraiment intéressant pour moi, ça montre la maturité du segment des rails, qui a commencé vraiment comme une niche, qui a été entre guillemets presque qui a été ressuscité par l'amour des bartenders pour le Manhattan, et qui désormais est devenu un vrai segment très profitable, et où il y a tellement d'entrants qu'à un moment il faut aussi pouvoir se différencier, et l'une des façons de se différencier, notamment pour une marque très haut de gamme comme Knob Creek, c'est de se dire aujourd'hui on a assez de liquide pour mettre une indication de cet âge, et j'imagine aussi que le prix est quand même en conséquence, quoi. Donc je l'avoue que je l'ai pas je t'avoue là, je l'ai pas relevé, là je l'ai pas sous les yeux, mais je pense pas que ce soit si cher que ça pour le coup. Ça va et en tout cas quand tu vois qu'un bourbon un Knob Creek ça coûte potentiellement 50 €, tu vois. Oui, et sur du plus vieux que ça, quoi. Donc alors c'est pas les mêmes volumes évidemment par rapport à du seigle, mais je pense que ça va. Enfin bon, on voit Whistle Pig aussi qui développe aussi qui a de base c'est du 10 ans d'âge. J'avais même relayé il y a quelques mois une marque qui avait sorti un rye de 20 et quelques années, donc pour dire que effectivement c'est une nouvelle entre guillemets une nouvelle catégorie ressuscitée, mais comme quoi il y a un peu de stock derrière chez certains, quoi. Voilà, mais ouais, si vous voulez trouver le prix, il y a la source sur le site, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On reste aux États-Unis avec Maker's Mark qui fait des petites éditions limitées. Donc là, c'est les Wood Finishing Series. Et en fait, ils ont sorti donc un nouveau BEP. BEP, ça veut dire Barrel Entry Proof. Et la particularité, donc, c'est qu'en fait, ça a été mis en fût à 55% d'alcool, ce qui est un taux plutôt bas, sachant que pour ceux qui sont peut-être pas trop techniques, généralement, mais le whisky à 60, 61, 62% d'alcool. Donc 55, c'est plus bas, ça du coup, naturellement moins agressif. Donc on met en avant un côté plus doux du bourbon. Et Woodford Reserve aussi a fait ça récemment. Donc on voit que ça, même sur des trucs qui ont l'air un peu figés, on voit qu'il y a de l'innovation, quoi. Ouais, c'est vraiment intéressant. J'avoue que parfois, en tant que ex-marketeur, on devient un petit peu cynique et on perd un petit peu la foi
et on se dit, oh là là. Et là, on commence la newsletter avec 3-4 news qui, en termes d'innovation, qui font vraiment du sens, qui sur le papier, on n'a pas goûté les produits, mais promettent quelque chose qui est authentique et qui est de qualité aux consommateurs. Et donc, ouais, ça a un petit peu, je retrouve un petit peu la foi dans le marketing des spiritueux. En tout cas, là, visiblement, des whisky et de la tequila, quoi. C'est pas que des célébrités et de la poudre aux yeux, quoi. Bah tiens, en parlant de marketing, j'en ai un très différent après. C'est le whisky Goldorak. Contraste. Voilà, donc c'est simplement une distillerie japonaise qui apparemment fait une cuvée, deux cuvées avec un légèrement tourbé et un plus classique des assemblages. C'est dispo en France, ça, en petit lot, hein, il y a 300 bouteilles de chaque. Mais voilà, si vous êtes fan de Goldorak, que vous êtes un peu nostalgique et que vous aimez le whisky japonais, bah, sachez qu'il existe une solution pour vous, pour combler ces deux passions. Voilà. Le design, notamment des boîtes, surtout quand on les met côte à côte, est sympa et il ne faut pas être tout le temps Un manga. Et c'est bien exécuté. Je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir non plus. C'est cool. Voilà, donc je crois qu'on en finit avec le petit chapitre whisky. On va passer à un chapitre que tu connais bien, le café. Puisqu'il y a Distilleoir, donc c'est une distillerie qui est vers, comme son nom le laisse potentiellement deviner, qui est du côté de la Loire, qui est du côté de Nantes, qui a sorti sa première liqueur de café bio, qui s'appelle Bold Crew, donc liqueur de café cold brew, à base de café de spécialité. Et voilà, et ce qui m'amène, je ne sais pas si j'ai particulièrement quelque chose à dire dessus, mais simplement on voit qu'il y a, je pense, une effervescence sur le café vraiment depuis quelques années là. Ça devient de plus en plus mainstream. Moi, je me souviens quand on a, que ce soit toi ou moi, on bossait sur nos liqueurs respectives. En France, il y en avait, je sais pas, il y avait Merlet qui faisait quelque chose, il y avait Fer qui avait une liqueur de café, et puis après, à part Mr Black et puis 2-3 nouveaux entrants en Angleterre, c'était assez. Maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a sa liqueur de café. Et d'ailleurs, il y en a une qui a défrayé la chronique récemment. C'est Algebra. Non mais alors, qui aurait lancé une version parmesan pour l'espresso martini si bien connu au parmesan. Bon, c'était un poisson d'avril, hein, mais alors, voilà. Ce qui me permet d'introduire que tu fais de la liqueur de café aussi. Exactement, voilà. Alors, rapidement sur cette version infusée au parmesan, je dois vraiment faire mon mea culpa, et parce qu'on a même pris à contre-pied, on a piégé Fernando et d'autres. Mais il m'a mis le doute, hein, lors du précédent podcast. J'ai fait non, merde, Et en écoutant le truc, et donc voilà, Fernando, je suis désolé, mais. Non, mais je pense qu'il me faisait marcher. Hein. C'est un très bon acteur. J'ai 2-3 amis aussi, bartenders, etc., qui sont des soutiens de la première heure d'Algebra et qui m'ont dit « Yves, j'ai pas réussi à me connecter, est-ce que tu peux me mettre une bouteille de côté ?» Et notamment et en fait, on a conçu... l'idée ne vient pas de moi, l'idée vient d'un ami bartender, Maxence, mais on a quand même rédigé le tout de manière un petit peu crédible, réaliste. Et en fait, ça a marché, donc c'était rigolo. Alors, ça nous a pas fait 100 000 likes sur Instagram, mais bientôt. Mais nous, ça nous a fait rigoler. Mais la transition, c'est qu'on travaille vraiment sur une édition limitée qu'on va lancer normalement, enfin qu'on va lancer un peu de manière furtive au London Coffee Festival, sur nos terres, à partir de jeudi jusqu'à dimanche. Et donc, alors, pour rappeler, donc nous, on enregistre là le 17 avril, on est lundi 17 avril, et la London Coffee Week, c'est ça que tu m'as dit? London Coffee Festival, c'est du 20 au 23. Du 20 au 23, donc si vous êtes à Londres, il y a de l'exclusivité là, visiblement. Et donc en fait, on lance, on va faire déguster deux produits. Le premier qui est une édition limitée en single origin, on a sélectionné un café avec notre torréfacteur partenaire Ozone. Souvent dans notre story, on parle de Has Been,
Ozone et Ouais, Has Been, en fait, sont deux marques différentes, mais globalement du même torréfacteur. Le sourcing est fait par les mêmes torréfacteurs et la torréfaction se fait par Rowland, qui est le même torréfacteur qui travaille sur les deux marques. d'accord, Euh, mais Ozone est aussi, en gros, est la marque londonienne de ce torréfacteur. d'accord, Ils ont deux petites torréfactions et deux cafés à Londres où on sert, pour moi, un des meilleurs espressos et un des meilleurs filtres qu'on peut trouver à Londres. Et on s'est dit ça ferait du sens d'avoir nos deux marques londoniennes qui travaillent ensemble. Et donc on a sélectionné un café single origin, un café éthiopien, mais avec un process qui est assez rare pour cette région-là, enfin qui est rare, qui n'est pas mainstream, qui est un process naturel, c'est-à-dire une fermentation des cerises de café d'accord. entières, qui va donner des arômes un petit peu fermentaires, euh, qui vont booster un côté fruité, mais aussi un petit peu, entre guillemets, un petit peu funky, avec des notes de fruits rouges un peu transformés qui sont assez Mais intéressantes. Voilà. c'est fermenté comment C'est fermenté juste sous l'action des levures naturelles présentes sur les D'accord, cerises de café. Donc en fait, c'est l'une des, sans aller trop dans les détails, mais tu as différentes façons de traiter tes cerises de café après la récolte, afin de libérer ce que tu veux, c'est-à-dire le noyau, donc les grains de café, de la partie, la pulpe, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mucilage. Et en fait, tu as deux grands process. Le premier process, c'est que tu vas, euh, on va dire, on appelle ça dépulper, donc tu vas enlever la pulpe et le mucilage d'accord, du grain de café et tu vas ensuite immerger tes grains de café pour avoir ce qu'on appelle des cafés lavés. Ça donne souvent des cafés avec une netteté aromatique, une précision et des notes fruitées très très clean. Voilà. C'est notamment la plupart des très grands cafés de spécialité du Kenya, avec leurs d'accord. notes de fruits rouges, de cassis, etc. Typiques, c'est souvent des cafés lavés. Et puis après, tu as le process qu'on appelle naturel, non pas que l'autre process soit chimique. Et c'est Mm. notamment un process qui est traditionnel dans les pays qui n'ont pas forcément beaucoup d'eau. C'est on va mettre les cerises de café à fermenter, soit sur des patios, soit sur ce qu'on appelle des African raised beds, c'est-à-dire pas directement en contact avec le sol, avec quelque chose qui permet d'aérer. Et on va laisser les levures naturelles qui sont au contact de la cascara, c'est-à-dire de l'enveloppe externe du café, L'enveloppe, ouais. se nourrir et des sucres, du mucilage, et puis commencer sous l'action des enzymes qu'elles sécrètent, etc., à casser la structure, et notamment la structure gélatineuse du mucilage, pour qu'ensuite on puisse se débarrasser facilement de cette enveloppe-là et avoir accès au grain de café vert. Au Mais grand, lors d'accord. de ce process naturel, eh bien, on va avoir des arômes un petit peu fermentaires qui vont se développer et qui peuvent aller soit du côté vinaigré, qui va donner un côté fruité, D'accord. et puis parfois des arômes que certains considèrent comme pas très clean, un peu funky, euh, qui rebutent certains, mais qui intéressent beaucoup d'autres. Voilà. Et donc souvent le jeu avec ces process naturels sur les cafés, c'est est-ce que tu arrives à avoir une fermentation qui soit, sans qu'elle soit maîtrisée, parce que tu ne vas pas inoculer tes cerises de café, c'est des levures naturelles. Est-ce que tu Mhm. arrives à contrôler le process pour que tu aies une fermentation uniquement avec des levures, plutôt que tu commences à avoir un développement soit de bactéries que tu ne veux pas vraiment, soit de moisissures qui vont donner un côté vraiment pas clean à ton café, quoi. Donc, et ce café, donc Mensur Abba Ika, qui est le nom du producteur, dans la région de Jima en Éthiopie, euh, café process naturel est très clean et en même temps très intéressant. Donc on l'a D'accord. sélectionné, puis on essaye de lui rendre, de faire honneur au travail du producteur et du torréfacteur avec une extraction très précise pour cette liqueur de café. Donc c'est ce côté fermentaire qui est vraiment la distinction avec ta liqueur habituelle. Non, Je suis. oui, oui, Oui. voilà. Ouais. Oui, et puis le fait que les variétés utilisées, donc l'Éthiopie, c'est vraiment c'est le berceau du Ouais. café. Euh, c'est un café aussi qui est naturellement très fruité. Euh,
Et donc, moi, mon objectif, on est en train de blender là les premiers échantillons qu'on va faire déguster. L'objectif, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément le café, que les premières notes, et notamment les notes les plus volatiles, quand on va ouvrir la bouteille, que quelqu'un dise mais ça sent pas le café. Voilà. D'accord. Et vraiment de booster un maximum, de mettre en avant ce côté fruité naturel du café. Mais donc en gros, c'est un single origin. Exactement, c'est une édition limitée single origin. Et là où sur ta classique, t'as de l'assemblage. Il y a un peu d'assemblage, et puis en fait, on s'adapte au profil. Donc, on a développé un profil avec notre torréfacteur, et le blend va évoluer pour essayer de maintenir ce profil qui est globalement un peu plus chocolaté que fruité. Ok. Et donc ça arrive là pour le festival. Donc et en off, tu m'as parlé aussi d'une autre potentielle exactement, édition. On fait aussi une version qui, elle, va pas être en édition limitée, une version décaféinée d'Algebra. Le raisonnement est relativement simple, c'est que moi j'adore le café et je suis assez je suis assez immune, pardon encore une fois du franglais, mais je suis pas immunisé. Accro, voilà, je suis pas accro à la caféine, je n'en ai pas besoin pour fonctionner normalement. Et en revanche, même si je peux prendre pas mal de café, et même après 3 heures ou 5 heures de l'après-midi, et ça va pas vraiment me faire passer de mauvaise nuit. D'accord. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient certainement boire du café, voire même des cocktails à base de café après 3 heures ou 5 heures de l'après-midi. Et la plupart du temps, les cocktails, on va plutôt les boire en fin de journée. Et souvent à ce moment-là, oui, plutôt. Et tout le monde ne cherche pas forcément l'effet vodka Red Bull dans un espresso martini. Et donc, pour les gens qui veulent plutôt déguster ces cocktails ou ces liqueurs de café dans un mode vraiment plutôt dégustation que on va aller en after après, eh bien, le fait d'avoir une liqueur décaféinée fait sens. Et il y a aussi le fait qu'il y a un discours qui, moi, personnellement, m'agace profondément dans le monde du café. C'est les petits slogans du genre Death before decaf, etc. Et c'est vrai que le café décaféiné... les extrémistes de la caféine, quoi. Exactement, il y a des gens qui... Enfin, c'est du café qui pâtit d'une mauvaise image, parce que pendant très très longtemps, le process de décaféination rajoute pas mal de coûts, notamment des coûts de transport, des coûts de process, etc. au café, et que donc souvent, les torréfacteurs, on va dire historiques, s'embêtaient pas trop pour faire du café décaféiné, et prenaient des grains de café au départ qui étaient de moins bonne qualité. En plus, il y a différents process pour décaféiner le café, et certains vont enlever avec la caféine pas mal, en gros, des arômes les plus intéressants du café. Et sauf que ça, c'est pas un fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'on peut décaféiner correctement, du café correctement sourcé, pour au final avoir des grains de café décaféinés qui vont garder une belle matière et beaucoup d'arômes, etc. Et donc c'est ce qu'on a utilisé. Alors ça coûte beaucoup plus cher en termes de coût de matière, mais si on les extrait correctement, on arrive à proposer, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, une liqueur de café décaféiné qui soit presque au même prix que notre prix standard. Donc on devrait la lancer à peu près au même prix. Et donc ça sera donc tu auras une gamme permanente avec caféine ou sans caféine. Exactement, une avec et une sans, ouais. Top. Écoute, hâte de suivre ça. Et alors tu sources le café pareil ou t'as dû ajuster avec d'autres variétés pour je sais pas, ou alors t'as cherché un autre goût tant qu'à faire, je sais pas. J'ai cherché, on a une torréfaction un tout petit peu plus poussée sur le café décaféiné pour rajouter un petit peu de matière et puis pour avoir quelque chose d'un petit peu plus expressif. Notamment, comme on fait une extraction à froid, les essais que j'avais fait avec une torréfaction un petit peu plus light, comme ce qu'on a sur la version standard, ne me donnaient pas satisfaction complète. Donc on a un profil avec une torréfaction un tout petit peu plus poussée, mais qui est quand même, c'est vraiment c'est subtil. Et quand tu compares à pas mal d'autres liqueurs de café qui ont notamment les liqueurs de tradition italienne qui sont très espresso, très
pour moi, café un peu brûlé plutôt que torréfié, on n'est pas là. Mais globalement, on essaie d'avoir un profil encore un peu plus chocolaté que ce qu'on avait sur la version standard. Je pense qu'il y aura probablement que les geeks qui feront la différence, mais voilà. Et pour le coup, c'est une première, non? Je crois pas avoir vu de déca en dans les France, liqueurs de j'en ai café. pas vu des liqueurs de café décaféinées. En Angleterre, enfin au Royaume-Uni, il y a un petit producteur qui est beaucoup plus gros. Je dis petit producteur, mais ils sont beaucoup plus gros que nous. Qui est la distillerie Conker dans le Dorset, donc dans le sud de l'Angleterre, je vois, qui fait du gin, etc. Et qui a une bonne liqueur de café. Et ils ont une version déca. Ok. Qui est pas mal du tout aussi. Et toujours ce parti pris avec du rhum aussi. Tout à On fait. n'en a pas parlé, mais c'est Ouais. aussi un des partis pris que tu as par rapport à d'autres liqueurs qui sont à base d'alcool neutre souvent. C'est exactement ça. On a essayé, on s'est dit, voilà, la principale différence d'Algebra par rapport à toutes les autres liqueurs de café, même les liqueurs de spécialité, c'est d'avoir un taux de sucre extrêmement bas, le minimum légal pour une liqueur à 100 grammes par litre, ce qui fait que ça nous laisse pas vraiment, on n'a pas de filet de sécurité, et on a essayé, donc tout d'abord ça nous oblige à travailler une matière première qui soit notre sucre, ou notre café, enfin café dans cet ordre-là hein, en termes d'importance, ou notre sucre, qui soit vraiment sans aucun défaut, mais aussi il faut qu'on ait une base alcoolique pour la fortification qui soit la plus clean possible. Et donc, on a pris un rhum qui est essentiellement du rhum de Cologne. Je pense qu'il y a une petite dans le blend que notre blender nous fait. Il y a une petite partie de pot still pour amener un petit peu un côté rhum. Mais rhum et café, c'est un accord naturel. Et surtout, ça arrondit beaucoup les angles. Okay. Et donc, ça nous permet d'avoir quelque chose qui va rester accessible, avec un degré d'édulcoration qui est assez bas. Voilà. Ok. Et peut-être pour conclure sur la partie café, est-ce que tu explores des choses au-delà de ça sur les aromatisations? Enfin, je pense beaucoup à Mr Black qui arrête pas de faire des trucs plus ou moins farfelus là, avec de la noix de coco, avec du rhum, je sais pas où, avec. Il y a plein de choses qui se font. Ouais, Est-ce que toi, tu restes sur la focus café et tu t'éparpilles pas, ou est-ce que c'est peut-être plus tard quelque chose que tu envisages? Alors peut-être plus tard, quand j'aurai plus de temps et aussi beaucoup plus d'argent à dépenser là-dedans. Mais j'avoue que sur le principe, je pense que alors, je pense que tout d'abord, d'un point de vue purement stratégique, en termes de marque, etc., il est trop tôt pour commencer à lancer plein de choses de manière peu stratégique. Et deuxièmement, d'un point de vue plus, entre guillemets, comme artisan qui fait sa liqueur et qui respecte beaucoup le café, qui respecte aussi, par exemple, beaucoup le mezcal. Ils ont fait au mezcal, ouais. Mezcal, je trouve que Mr Black. Je pense que les gens qui veulent mélanger ma liqueur de café avec un super bon mezcal, go for it, ça fonctionne super bien. En France, on est distribué par l'équipe de Mezcal Brothers. Regardez leur gamme, il y a plein de choses, voilà, si ça vous intéresse. Mais vous êtes assez grand, surtout si vous êtes bartender, pour ouvrir une bouteille de mezcal, ouvrir une bouteille d'Algebra et faire exactement le blend qui vous plaît. Les gens sont feignants, tu sais. Voilà, ouais, mais pour moi, c'est pas. Voilà, donc je suis pas sûr que. Donc, on va probablement pas lancer de liqueur de café aromatisé, même si effectivement, le café et le mezcal, ça fonctionne très très bien. Et aussi, en cocktail, par exemple, le café et la menthe, qui est en tout cas, Algebra et la menthe, ça fonctionne très très bien. Ouais. Donc, il y aurait plein de choses assez intéressantes à faire. Les agrumes, notamment orange, pamplemousse, ça fonctionne très bien, mais je me dis, je préfère laisser ce travail créatif aux bartenders, qui soient des kitchen bartenders comme moi, ou aux professionals. Et voilà, chacun, je vais essayer de rester dans mon couloir, comme on dit, et faire une très très bonne liqueur de café. Ou peut-être étudier le vieillissement. Oui, mais voilà, dès qu'on a un labo qui est un peu plus grand, qu'on peut avoir des fûts, il y a des trucs assez sympas à faire. Ouais. Bon, à suivre en tout cas. Et pour revenir sur la news, justement, la liqueur de Distilloir, quand tu regardes un petit peu les infos, et notamment dans
Ça a l'air d'être vraiment bien foutu aussi, hein. Café d'Éthiopie. Donc c'est un Goma de la région de Jima Bah, en Éthiopie. Bon, je c'est suis la pas même. expert pour le coup, mais En fait, c'est la même région que, que le café pour notre single origin. Donc, souvent, ce ok. sont des cafés vraiment bien foutus, très expressifs. Des cafés qui ont été cultivés à une altitude Hmm. enfin, assez élevée. Je crois que là, ils sont à 2000 mètres. Donc, des plants de café qui vont pousser lentement, qui, globalement, un petit peu comme les vieilles vignes, qui ont des rendements assez faibles, mais qui donnent souvent qui peuvent faire des mous pour des vins très intéressants. En café de spécialité, souvent, la qualité du café de spécialité Arabica est un petit peu proportionnelle à l'altitude dans laquelle les caféiers ont été cultivés. Et donc, sur le papier, je pense qu'ils ont fait quelque chose de très intéressant en distilloir aussi. Ouais. Histoire de ne Écoute, pas laisser penser qu'il n'y a que. Enfin, voilà. Quand on, quand on fabrique des produits, on arrive aussi à parfois se rendre compte des défauts de la production euh, d'autres marques, mais aussi on arrive à apprécier la qualité. Et oui. Distilloir, j'ai juste goûté certains de leurs spiritueux, pas leur liqueur de café qui vient de sortir, et je sais qu'ils savent ce qu'ils font, et je pense que ça sera intéressant à déguster assez rapidement. Donc, ouais. Bah, écoute, si je dois passer un échantillon, je t'en mets de côté. Bah, je te propose qu'on enchaîne. Voilà. Si vous avez des questions évidemment sur le café, n'hésitez pas à contacter Yves, à commenter, et on vous mettra en relation évidemment. Next, du coup, bah, on reste un peu dans l'univers du cocktail avec Dale de Groff, aka King Cocktail, qui avait déjà un bitter, qui d'ailleurs Mm. est ou était fait par Combier, il me semble, qui se lance dans l'Amaro et l'Aperitivo, avec deux refs là-dessus. Voilà. Donc c'est pas dispo en France, malheureusement, à ma connaissance, mais à suivre, et je trouve les designs, j'aime beaucoup, Ouais. quoi. Euh, c'est très très cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Alors, on revient en France. On a Normindia, donc c'est Domaine du Coquerel qui a évidemment un gin déjà. Et ils en sortent un nouveau avec un accent cette fois sur le pamplemousse. Voilà, donc Pink Grapefruit. Ensuite, on passe au RTD avec petite news people avec Jennifer Lopez qui se lance à son tour dans les cocktails prêts à boire avec une gamme de trois spritz en fait. Alors des spritz un peu particuliers parce qu'ils sont il y a à base de vodka, de tequila et d'amaro. 3 rêves, ça titre entre 10,5 et 11,5%. Voilà, c'est fait. Il y a Beam Suntory qui est dans le coup. Voilà, et pour l'anecdote, alors j'ai évidemment absolument pas goûté. Pour l'anecdote, un peu le fun fact, c'est qu'apparemment, elle s'est un peu fait clasher sur ce produit parce en fait, elle ne boit pas apparemment. Ah, Voilà. petit Donc détail. des fans lui reprochent évidemment d'avoir sauté dans le train un peu de ces trucs de people quoi pour faire de l'argent facile. Alors elle consomme même pas d'alcool elle-même visiblement et peut-être même qu'elle promeut un mode de vie sans alcool. Donc c'est un peu bizarre. Alors, Ouais. après, une chose qu'il faut quand même souligner, c'est que, alors, moi, c'est peut-être un peu plus ma génération, J-Lo, mais euh, je ne savais pas qu'elle était, qu'elle s'abstenait de boire de l'alcool. Donc, effectivement, si elle promeut un mode de vie, entre guillemets, je mets des gros guillemets clean, parce que pour moi, on peut très bien avoir une vie relativement saine avec une consommation, évidemment, modérée et Modéré. responsable d'alcool, sachant que je soutiens et je comprends tout à fait les gens qui souhaitent s'abstenir, pour quelque raison que ce soit. Mais effectivement, la personne qui les a aidés aussi dans la formulation, Linette Ah Marrero, oui, oui, effectivement. c'est Oui. quelqu'un qui sait vraiment ce dont elle parle, et qui est une grande dame du cocktail aux États-Unis et cofondatrice de Speedrack, etc. Ça. Donc, Oui, c'est vrai. il y a Beam Suntory, là, ils ont quand même assemblé une équipe Oui, ils solide. ont Voilà. pour la formulation, pour baquer le truc et pour être le visage, il y a tout quoi. Après, moi, la seule chose sur ces cocktails-là, notamment fruités, avec assez peu d'alcool,
en tant que producteur à petite échelle, et qui comprend 2-3 choses sur la formulation, il y a une chose, moi, qui me fait toujours peur, c'est de voir ces cocktails fruités avec aussi des jolies couleurs dans des bouteilles Mm. transparentes. Et évidemment, s'il y a Ouais. des jolies couleurs, il faut la montrer au consommateur, donc il faut que la bouteille soit transparente. Mais en termes de vieillissement, Ah, préservation à la fois de la couleur et surtout des arômes, c'est toujours un truc qui me stresse quand je vois ce type de choses-là. bon, après, j'imagine vraiment ça comme un produit Et pas qui sens- tourne, quoi. Ouais, ouais. C'est à 10 et demi, tu t'invites des amis, et puis t'as servi 4 verres, et puis c'est Mm. réglé. Tout à fait. Je pense effectivement que les rotations seront peut-être un poil supérieures à celles d'une liqueur de café de spécialité. Mm. Oui. Incroyable. Voilà. On reste dans les RTD avec Topo Chico, donc c'est Coca-Cola et Molson Coors qui lancent une déclinaison, une gamme qui s'appelle Topo Chico Spirited, donc à base de tequila notamment. Donc voilà, Coca-Cola qui se met aussi dans les hard seltzer à base de spiritueux. Voilà, qui sont un peu la tendance et qui peut-être aussi met un pied un peu plus dans le cocktail RTD. Puisqu'ils ont il y en a c'est une gamme de trois, il y en a un qui se rapproche de la Paloma a priori. Donc voilà. Donc on voit ce Et shift peut-être des hard seltzer vers le cocktail qui est plus dynamique en ce moment. ce qui fait complètement du sens. Ouais, ce qui fait complètement du sens. Euh, donc voilà, bon, je sais pas si ça arrivera en France, mais c'est bon à savoir en tout cas. En France, alors ce qui est intéressant à mon avis, de ce point de vue-là, en Mhm. France, c'est le fait de pouvoir éviter la taxe prémix. Ouais, Si effectivement ils ont un taux d'édulcoration qui est vraiment très 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 faible, parce que c'était pas forcément toujours le cas des hard seltzer, même si en théorie il y avait pas ouais, d'édulcoration, voilà. sans sucre souvent, ouais. Euh, mais effectivement, pour moi, c'est là où potentiellement, pour la France spécifiquement, c'est là où l'opportunité se situe, même si, et encore plus avec ces hard seltzer faites avec des vrais spiritueux plutôt qu'avec des bases maltées. Je crois que les douanes, il y a un an ou deux, enfin, même les hard seltzer faites sur des bases maltées ou des bases fermentaires, on va dire, plutôt que des bases distillées, Mhm. étaient considérées par les douanes et par le législateur Comme des comme bières. des produits, non pas comme des bières justement, Comme des pas bières. comme étaient sous le régime fiscal des spiritueux Ah dilués, oui, oui. mais quand même, donc c'est-à-dire qu'il y avait un avantage fiscal qui était potentiel théorique au départ, que tout ce segment-là n'a pas eu, et ce qui peut-être d'ailleurs La tuer. Le a tuer dans l'œuf, contribué quoi. au fait que ça, visiblement, les hard seltzer en France n'ont pas pris, enfin ça a pété un raz-de-marée comme, comme on peut-être pouvait s'imaginer. Quoi. Donc, Ouais, mais je crois beaucoup plus au RTD et enfin au cocktail, j'entends par là. Et on a un exemple d'ailleurs juste après avec Grey Goose qui sort aux États-Unis, un classique martini embouteillé. Donc ça titre tout de même, il me semble, à 30 degrés d'alcool, hein, donc c'est 35, je crois, costaud. Ouais. si j'ai bien lu la newsletter. Bah, tu vois, moi, ça fait plus de 10 jours là que ça a été sorti et j'ai un petit trou de mémoire. Mais ok, ouais, 30 ou 35, en tout cas, c'est un dry, quoi. Mm. Après, alors, encore une fois, je pense que c'est un petit. J'aurais le même commentaire que sur Patron Arumado, Ouais, c'est-à-dire pourquoi en fait ils l'ont pas fait avant. c'est Parce vrai. qu'effectivement, ça fait qu'on a du sens, il n'y a aucun problème de conservation, techniquement c'est extrêmement facile à faire, etc. Bah, en Après, plus, ils ont, si je ne me trompe pas, donc c'est Bacardi Martini, mm, Grey Goose. Ils ont Noli Pratt dans le portefeuille, donc en fait, ils ont, ils ont les deux ingrédients à portée de main et c'est français tout ça, donc français, monsieur. voilà. Mais effectivement, bah, peut-être voilà, les grosses boîtes, c'est parfois un peu plus lent à pouvoir se mettre en place. Après, il y a alors, je pense qu'on n'en verra pas forcément très rapidement en France, où tout le monde ne boit pas du dry martini. C'est clairement quelque Mm. chose qui a été développé, j'imagine, pour le marché nord-américain. Euh,
Après, d'un point de vue purement packaging, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que la bouteille est très très jolie. En revanche, en plus là, j'ai pas mes lunettes, mais sur un rayon de liquor store ou de supermarché, différencier ça de la bouteille de vodka standard, il y a peut-être un petit risque, même si c'est marqué en gros, etc. Faut pas le mettre dans le même rayonnage, quoi. Tout à fait. Donc ouais, il y a un petit. Ça va être intéressant de voir si c'est quelque chose si c'est un problème auquel ils font face. Écoute, on suivra ça avec intérêt en tout cas. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Ah bah tiens, on passe du high ABV au très très low, pas du tout ABV, avec Tanqueray. Donc Tanqueray qui avait déjà fait une version sans alcool de son Tanqueray classique, et bah, là ce mois d'avril, ils ont sorti également la version 0 degré de leur gin avec des gros guillemets, orange de Séville, tout ça. Voilà, donc c'est pas un poisson. il décline. Non. Pour l'avoir goûté, le classique. Le classique, Tanqueray classique 0, c'est un petit peu sucré, etc. Mais enfin, pas sucré, mais par rapport à la version alcoolisée, il y a cette impression-là. Et je pense qu'il doit rajouter glycérine ou sucre pour justement tenir les arômes, etc. Sur une base qui est globalement une base aqueuse. Mais c'était je vais peut-être pas me faire beaucoup d'amis en disant ça, mais c'est l'un des pseudo-gins non alcoolisés qui, pour moi, était le plus proche de la version alcoolisée standard, quoi. Donc, bah, je te rejoins. De tout ce que j'ai goûté, sur une vingtaine de refs, je l'ai acheté à l'aéroport, je sais plus où, en me disant, allez, histoire de pas mourir con, on achète, enfin, tu vois, quitte à être critique de la catégorie, autant qu'on soit baqué sur de la dégustation. Et autant pur, j'ai fait oulala, catastrophe. Autant avec un tonic, j'ai fait ok, je vois l'intention et il y a quelque chose. Il y a quelque chose en tonic, ça. On voit l'intention de recréer un peu le côté du gin, quoi. Là où sur d'autres choses, t'as juste l'impression de diluer ton tonic, quoi. Mais c'est quand même pour les gens qui font du sans alcool, c'est Diageo là, à mon avis quand même être dur à attaquer, c'est un peu c'est Pantagruel, quoi. Ils ont une gamme, enfin entre sur le haut de gamme, Seedlip bien sûr, mais même ils ont Gordon's Zero aromatisé, Tanqueray Pink, ouais. Zero, Tanqueray Sevilla, et puis j'imagine ensuite d'autres aromatisés. Donc aujourd'hui, dans la gamme, et puis surtout avec des prix qui défient toute concurrence. Donc, d'un point de vue je pense, oui, notamment Gordon's, oui, ça doit être intéressant. Donc, ouais, ça va être intéressant à suivre. Tanqueray, ça reste c'est le même prix que l'original, voire un peu plus cher. Gordon, ça doit être plus intéressant, effectivement, d'un point de vue rapport qualité-prix. Mais oui, et puis en plus, ils ont pris le parti de partir sur des marques que tout le monde connaît et de les faire en 0 degré, quoi. Voilà, alors je précise, hein, ce ne sont pas des versions désalcoolisées des gins qu'on connaît. C'est from scratch à base d'eau. Mais voilà, bon. Là, ça se développe. Sachant que, effectivement, désalcooliser du vin, c'est compliqué. C'est très énergivore et surtout, c'est compliqué de garder ensuite un vin avec des arômes intéressants. Il faut ensuite rajouter un peu de sucre, mais désalcooliser quelque chose qui est déjà extrêmement alcoolisé, c'est encore plus compliqué. Et moi, j'avais essayé, pour ce que ça vaut, j'avais pris une bouteille de gin. J'ai cru que tu allais m'annoncer que tu avais essayé sur Algebra. Ah non. Non, alors, en revanche, on m'a dit, ça serait bien que tu fasses une Algebra sans alcool. Sans alcool, ouais. Et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que si je prends mon extrait de café à base, qui est un extrait aqueux, qui est un extrait water-based,
c'est pas stable aromatiquement, Ouais. etc. Donc, ce qui fait. Il faudrait industrialiser juste du cold brew, quoi, et Ouais, alors aujourd'hui, un il y en peu a de qui le marketing, font, quoi. et après, avec des traitements en flash pasteurisation, et il y a pas mal de choses qui arrivent à sortir des cold brew qui sont bien foutus. Donc, qui n'ont pas forcément la même concentration que ma liqueur de café. Donc, si vous êtes des bartenders, plutôt que d'utiliser du cold brew, utilisez ma liqueur de café. Ça, pour moi, c'est la façon la plus clean et la plus stable pour avoir, avec un petit peu d'alcool et de sucre, mais pour avoir une note de café précise et intéressante dans des cocktails. Mais pour revenir, ouais, j'avais essayé de désalcooliser. Je crois que j'avais pris du Monkey 47 et je me Ouais. suis dit, si je mélange ce gin avec assez de sucre et de glycérine, donc j'avais fait un mélange avec quasiment autant de glycérine que de gin, et je l'avais distillé en rotovap pour voir D'accord. ce qu'on arrivait. Et l'idée, c'était de se dire, bah voilà, la glycérine va conserver un maximum des huiles essentielles et des arômes, et on va avoir de l'autre côté un distillat qui va être essentiellement, globalement, de l'alcool neutre. Et ben, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. C'est extrêmement décevant. Et c'est un petit peu normal, hein, parce que dans le gin, on a globalement la plupart des arômes qui sont extrêmement solubles dans l'éthanol. Mm. Et ensuite, quand on essaie d'enlever l'éthanol, et ben, on enlève aussi une majorité des arômes, quoi. Donc je comprends qu'ils n'aient pas désalcoolisé leur gin parce que c'est techniquement extrêmement difficile à faire et c'est pas la meilleure façon. Voilà. Mais je suis, en tout cas, à voir comment toute cette catégorie évolue avec tous les trucs, là, les nootropiques, les machins. J'imagine que ça va s'améliorer techniquement et puis peut-être qu'on arrivera un jour à des choses vraiment bluffantes où on voit pas la différence, quoi. Ils te donneront et les effets et le goût et tout, quoi. Après, moi, je pense qu'il y a encore du chemin à faire, et je pense Ouais, aussi ouais. qu'on n'est probablement pas je ne sais pas si on fait partie de la bonne cible. Hmm. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui recherchent même pas forcément tant que ça, entre guillemets, le goût de l'alcool. Donc, c'est le côté Ouais. morsure, ou- et ouais. Donc, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, ça bouge, ça bouge, quoi. Mm. On va voir. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. J'en doute pas. Je te propose qu'on continue. Il y a quand même beaucoup de choses encore. En tout cas, là, on a fait qu'effleurer tout ce qui est news produit un peu de ces 2 dernières semaines. Si vous en voulez plus, sachez que j'en ai relayé pas moins de 60 en fait dans les quotidiennes depuis une quinzaine de jours. Et vous avez 2 récaps sur le site. Vous pouvez checker tout ça. Donc, il y a littéralement une soixantaine de news produits. Donc voilà, si vous êtes amateur de ce genre d'actu. Oui. Tu peux remonter juste rapidement. Ouais. Là, d'ailleurs, c'est une news que j'ai pas vu passer, mais je crois que c'est Chewbacca, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis même pas sûr de le prononcer correctement, mais en termes de design, leur Ah, bouteille, c'est absolument magnifique. Non, C'est- clairement, oui. Donc, celui-là, petite particularité, c'est que c'est vieilli dans des fûts de bois qui vient de la Cordillère des Andes en Colombie. Voilà, donc, Ah, c'est du Andean Oak, ouais. ouais, intéressant. Voilà. Bah, écoutez, lisez Distill News Daily, évidemment, si vous voulez plus d'actu comme ça. Ça manque pas. On passe à des... Ouais, À propos de DC News Daily, j'en discutais avec un ami pas plus tard qu'avant de me connecter. Et pour moi, ça vaut vraiment le coup en termes de petit investissement. Parce que la news, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont reprises dans la weekly. ouais. Et tout n'est pas intégralement repris dans la weekly. Encore une fois, la curation est vraiment très bien foutue. Et ça se lit, plutôt que doom scroller sur 30 minutes sur Instagram, il vaut mieux lire en 5 minutes dans son Bah, Il y a, inbox, parce que tout le travail a déjà été fait. il y a de la curation, ouais. Voilà. Quand tu scrolles sur, sur Insta, il y a beaucoup de bruit, je c'est pense. clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup pour ces petits mots. Voilà. Et faites confiance à Yves. Hein. Et je suis abonné, Abonnez-vous. donc je sais de quoi je parle. Et je paye. Voilà. Voilà, merci à toi. Écoute, enchaînons et donnons envie aux gens de s'abonner eux aussi.
Donc news business maintenant avec pas mal de petites news d'acquisition. Et on a notamment la Martiniquaise Bardinet qui a annoncé avoir acheté Eau de Vie, qui a notamment les marques Generous Gin, ainsi qu'un rhum Island, que je m'y perde pas, c'était quoi déjà? Tac, tac. Voilà, The Island Signature rhum. Donc voilà, la Martiniquaise Bardinet qui se premiumise via ses acquisitions. Ensuite, on a, c'est la même news, on a Edrington, donc Edrington qu'on connaît notamment pour The Macallan, évidemment, The Glen Ross et tout, qui eux avaient une participation d'à peu près 30%, je crois, depuis 2018 dans une distillerie américaine qui s'appelle Wyoming Whiskey. Et ils ont fait une acquisition. Maintenant, ils sont propriétaires à 80%. Donc, pareil, je pense que c'est aussi un truc assez parlant du développement du whisky américain. Donc, on voit un Britannique qui s'investit de plus en plus là-dedans. Donc, à suivre, Wyoming Whiskey. Ouais. Mais c'est un peu comme High West, racheté par je ne sais plus qui, moyen ou gros acteur des spiritueux international. High West, c'est pas Anora ou c'est Amber Beverage peut-être. Et scandinave. Non, et c'est pas et c'est qui? C'est Westland qui a été racheté par Campa. Je dis des bêtises, non? Non, Westland, c'est Rémi Cointreau. Pardon. Ouais, donc j'ai eu Fabrice Jarlot il y a un mois de cela, justement, parlait du Westland Tourbé. Si vous voulez écouter le replay, c'est dispo sur les plateformes. Voilà. Donc il y a des choses qui se passent, qui continuent de se passer, et c'est donc ces marques qui sont distillées en dehors des majors américaines et qui essayent de trouver un chemin avec la notion de terroir, même si souvent elle est galvaudée, et pas par eux, mais en général, je pense qu'on en parle trop. Mais voilà, en travaillant des céréales différentes, en distillant de manière différente, il y a une dynamique vraiment intéressante qui se passe, quoi. Ouais, moi je suis très très enthousiaste de tout ça, comme quand Diageo rachète Balcones, ou tu vois, je me dis ah tiens c'est cool. Moi qui apprécie plus les whiskies américains que les whiskies écossais, voilà, je fais peut-être pas d'amis là-dessus, mais voilà, je suis ravi de lire ce genre d'infos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Berry Bros and Rudd, qui a pris une participation, alors pas majoritaire, mais dans Cotswolds, donc distillerie britannique aussi, qui fait pas mal de choses intéressantes. Donc voilà, ça bouge, et j'en avais... Un commentaire super rapide sur Cotswolds, c'est vraiment intéressant. Leur fondateur, qui est pas diabétique, je crois que c'est un Américain qui est basé à Londres, qui travaille dans la finance, et qui dès le départ avait les idées très très claires sur je vais mettre beaucoup d'argent là-dedans, mais dès le départ il avait l'objectif de distiller du whisky. Il a commencé avec du gin, à faire pas mal de choses, et en engageant une équipe vraiment très très pointue, notamment en termes de distillation. Et ils font vraiment des choses très intéressantes, et j'ai dû lire, alors apprendre peut-être avec des pincettes, et je crois que c'était même dans ce communiqué de presse, je crois que Cotswolds était en train de s'équiper, globalement ils avaient quasiment la plus grosse capacité de distillation de whisky, pas dans les îles britanniques, mais en Angleterre. D'accord. Donc à revérifier, tu couperas ça au montage si j'ai dit des bêtises, ce qui est possible, hein. Mais voilà, en tout cas c'est quelque chose que je pense avoir lu, et je me suis dit waouh, le gars il est pas là pour rigoler non plus, quoi. Donc, en termes de qualité et en termes de... en tout cas, en termes d'aura, moi, si tu me parles de distillerie en Angleterre, c'est la première qui me vient à l'esprit. Donc, si derrière, en termes d'équipement, c'est les plus gros, je dirais, c'est QFD. Mais oui, ils ont une belle bouteille, ils sont créatifs, ils avaient fait un espèce de concentré de gin tonic en mode bitters aussi. Donc, non.
Très intéressant. Et Berry Bros. What, pour avoir travaillé chez eux et pour eux sur Cutty Sark, très vieille boîte familiale, avec un management aujourd'hui, je pense, assez éclairé aussi, mais qui s'engage pas à la légère. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, c'est un investissement considéré, avec un objectif à pas à 5 ans, quoi, et pas à 10 ans, mais avec vraiment une stratégie long terme. Donc c'est vraiment intéressant de voir ces deux boîtes se rapprocher, et je pense qu'ils se sont bien trouvés, en fait. Ouais. Bah écoute, on va suivre tout ça en tout cas. Toujours en termes d'acquisition, ensuite on a le français InVivo, donc c'est Malterie Soufflet, on connaît notamment Malterie Soufflet, qui apparemment négocie ou a négocié un rachat avec un Australien, United Malt, et en fait si ça se fait, ça serait le plus gros malteur du monde, tout simplement, apparemment. Alors j'ai plus le chiffre en tête exactement, mais c'est plus de 20% de part de marché mondial, quoi. Voilà, donc plus côté prod. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On a Campari. Ah ouais, tiens, Campari, je sais pas si tu avais suivi ça, mais ils avaient arrêté de vendre en grande distribution en France, à part dans les Monoprix. Ils ont aussi revu le format de bouteille, donc qui était de 1 litre, ils l'ont passé à 70 centilitres. Et en fait, là, ils sont en train de tester, de réintroduire donc Campari, notamment chez Carrefour, avec l'idée de promouvoir donc en spritz. Voilà, donc c'est parti pour un test de 6 mois là, qui a été lancé en avril. Et puis si c'est concluant, on devrait revoir Campari un peu partout dans le réseau de distribution français. Hyper smart. Très, très, très bien joué de la part de la marque et du groupe. Enfin, sont des... Moi, c'est un groupe qui m'impressionne vraiment en termes de leur stratégie d'acquisition, en termes de pas mal de choses. Toujours pas forcément être les premiers, les plus forts sur tout, mais en faisant des choix vraiment pertinents, avec un portefeuille de marque qui tient bien la route. Et là, ce move, aussi en termes de timing, il faut savoir que je pense comme pas mal de monde, ils ont eu... L'été approche. Non, mais comme pas mal de monde, ils ont eu des problèmes logistiques sur leur chaîne d'appro, en termes de verre, etc. La marque marche très 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 bien dans plein de pays. Ils n'avaient pas forcément besoin de maximiser les volumes en France. Et donc le move de dire on va premiumiser, monter en gamme, on est OK pour délister pendant, je crois que le déréférencement, c'était peut-être une petite année, pour revenir plus fort avec une drink stratégie, etc. Encore une fois, c'est vraiment, à mon avis, très 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 bien joué de la part de Campari. Moi, je suis un peu assez dubitatif quand même pour ce truc-là. Je me dis, j'ai le sentiment que c'est peut-être plus en réaction à ces problèmes logistiques, plus que par une volonté en amont, vraiment. Enfin, je sais pas. En tout cas, je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Tu vois, si volontairement tu te délistes, moi j'ai tendance à croire que tu vois la nature a horreur du vide et qu'en gros en faisant ça, tu donnais l'opportunité à Martini Bitter de prendre la place, peut-être de nouveaux entrants. Après j'ai l'impression que tous ces concurrents potentiels ont été assez passifs face à la situation, mais à un moment, il y avait Martini Bitter qui était dans les rayons de Carrefour, et je me disais, ah tiens, c'est smart, ils sont en train de... Enfin, tu vois, c'est comme Patron qui a arrêté de faire sa liqueur de café, et t'as l'impression que tout le monde fait de la liqueur de café depuis. Donc, bref. Écoute, l'histoire dira s'ils ont raison. Hein, si on boit tous des Campari Spritz cet été et tous les étés suivants, et qui font un x10 comme sur Aperol ou quoi. Écoute. Au niveau du rituel de service, alors après, j'ai pas regardé exactement les recommandations sur le Campari Spritz, même s'ils en ont bu un en vacances l'année dernière dans un restaurant. Je me rappelle. Ça se fait beaucoup en Italie. C'était délicieux, mais il y a quand même une différence, c'est que Aperol est à 11 degrés d'alcool
Alors que Campari, je vais pas dire de bêtises, c'est à 25. Ah bon, on est je t'avoue que je suis même plus parce que d'un pays à un autre, ça change en fait. Ouais, alors attends. C'est même pas. Même Apérol. Hein. Apérol est un peu plus fort. Ouais. Donc, si tu remplaces de l'apérole par du Campari, tu as quand même quelque chose qui se boit pas de la même façon. Ils ont peut-être adapté la recette pour avoir quelque chose qui reste sessionable, comme on dit en anglais. J'avoue, j'ai pas regardé les specs exacts. Bon, à suivre en tout cas. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On a toujours côté distribution, on a Bollinger qui reprend, qui ajoute dans son portefeuille Comos Tequila. Donc il y a 3 tequilas différentes qui ont particularité d'être vieillis dans des fûts de vin blanc, de vin rouge, etc. Voilà, et puis des bouteilles en céramique visiblement, donc assez atypique. Ensuite, on a Diva Domaine et Distillerie qui distribuent maintenant les rhums Whisper, qui est une marque qui appartient à Vedren. Et on a McConnell's qui rejoint le portefeuille de Maison Villevert. Et McConnell's, pour la petite histoire, donc c'est la Belfast Distillery Company, je crois, qui est derrière. Et qui en fait monte en train de construire une distillerie dans une ancienne prison à Belfast. Donc pareil, c'est un projet qui m'a l'air assez fou d'imaginer une distillerie dans une ancienne prison. Donc voilà, voilà côté distrib. Ah bah tiens, on reste dans la distrib un peu moins glam, avec donc Pernod Ricard qui a repris la distribution d'Absolute en Russie. Apparemment, ça c'est depuis fin d'année dernière. Ça a été confirmé récemment. Donc voilà. Donc alors, il justifie ça sur le fait de protéger les équipes locales pour éviter d'être accusé de faillite intentionnelle. Voilà, je suis assez. J'avoue, news un peu. Voilà quoi. Ouais, c'est. D'un point de vue RP, je la trouve pas bonne du tout, cette news. Oui, mais d'un autre côté, alors après, c'est compliqué. Surtout, en gros, tout ce qui se passe en Russie, c'est toujours. Tout est très, très, très compliqué et de comprendre les choses. Mais moi, la façon dont je la lis, c'est qu'effectivement, il est facile de potentiellement perdre des actifs quand même assez intéressants en termes de distribution potentielle en Russie. Pour rien, si la boîte montre qu'elle n'a aucun intérêt de faire de l'argent. Donc je pense que les gens de chez Pernod Ricard, parce que là on parle d'Absolute, mais j'imagine que il n'y a pas que Absolute, c'est-à-dire qu'ils ont un portefeuille. Ouais. Moi, quand je m'occupais en business development d'Absolute, notamment pour la Russie et tous les pays de l'Europe de l'Est, je me rappelle bien, Absolute n'était pas la première marque du portefeuille de Pernod Ricard Russie. Donc je pense qu'en fait, il y a pas mal de détails, en même temps, il n'y a pas assez de détails dans cette news. Je pense que la seule raison pour laquelle on a entendu parler, c'est parce que ça a créé une petite polémique en Suède. Ouais, donc en gros, ça a été d'avoir les tenants et les aboutissants. Ouais, j'avoue. En gros, visiblement, ça date de fin d'année. C'est, je pense, Just Drink qui a été le premier à en parler il y a peut-être 2 semaines de cela. 2-3 semaines. Sur le coup, j'ai fait, tiens, j'attends de voir s'il y a d'autres médias qui en parlent. Là, c'est arrivé en France, du coup, récemment, avec Sud-Ouest, Le Parisien qui en parle. Effectivement, en évoquant qu'il y a des politiques, y compris dans le parti au pouvoir, qu'on appelait carrément au boycott d'Absolute, quoi. Voilà, bon, après, c'est peut-être un peu une tempête dans un verre d'eau, quand tu regardes un peu plus les vues que font les tweets en question et tout. En tout cas, alors ça sera à suivre dans une prochaine Distilleuse, mais j'ai vu que Anora, donc un autre groupe qui a des spiritueux, qui visiblement a dû être un peu impacté par toutes ces annonces, parce qu'ils ont publié aujourd'hui, au moment où on enregistre, un communiqué a priori pour justement dire que eux ne réinvestissaient pas en Russie. Donc j'imagine qu'il y a un peu quelques vagues qui se font comme ça. À suivre. En tout cas, oui, il y a clairement des choses
qui m'échappe. Je ne prétendrai pas faire de la géopolitique ici. Hein. Mais ce qui est aussi intéressant pour moi, c'est d'essayer de voir, de comprendre quelle est la position de Diageo. Ouais. Donc, ouais. En gros, Diageo, moi, les news que je vois passer, c'est qu'il y a il y a quoi c'est Johnny Walker, typiquement, ce genre de marques qui apparemment arrivent en Russie, mais par des biais détournés via des pays limitrophes et tout, des distributeurs un peu chelous. T'as Jack Daniels avec Brown Forman qui apparemment arrive aussi en Russie par des voies détournées comme ça. Mais ça vient de Russie, tu vois. C'est des importateurs qui se trouvent des moyens d'amener. Pour faire passer ça par le Kazakhstan, par l'Arménie, bien sûr. Il y a tout un business, donc ce qu'on appelle le grey market. Mais il y a des boîtes qui opèrent 100% dans la légalité, notamment pas mal de traders qui sont basés aux Pays-Bas et qui ont toujours les moyens, en 3 coups de fil, de te faire voyager un conteneur 2 fois autour du monde pour arriver par des moyens 100% légaux à sa destination. Et c'est un marché sur lequel les propriétaires de marques n'ont pas forcément la main mise. Parfois, ils ferment juste les yeux, quoi. Parce que quelque part, ça fait quand même vendre des bouteilles et ça maintient une présence des marques dans des marchés où ils ne peuvent pas, parfois officiellement, travailler. Donc, c'est très intéressant quand on discute avec ces gens-là. Bon. En tout cas, s'il y a d'autres précisions, je les relayerai évidemment. On enchaîne avec quoi? Avec IRI, un rapport d'IRI qui est sorti. Pareil, hein, on va pas vous le dérouler en long et en large ici. C'est sur le marché américain. Mais en tout cas, vous avez le lien dans les newsletters. Hein. Donc, je vous encourage à vous abonner toujours. Mais en tout cas, 2 petits enseignements qu'on peut y voir, c'est que l'inflation sur les boissons alcoolisées est plus faible que sur le reste des produits alimentaires. Donc voilà. On est sur du 6,3% d'inflation, là où je crois que la moyenne générale est à plus de 14%, si on prend tout. Donc voilà un des enseignements. Également, un autre enseignement, c'est sur tout ce qui est hard seltzer RTD, c'est qu'on est arrivé peut-être à un plateau, puisque on avait une grosse croissance ces dernières années, et là, on voit que ça a plutôt stagné, même si, en gros, je pense que c'est les hard seltzer qui font un gros frein, mais il y a quand même une dynamique derrière sur le cocktail, notamment. Une question rapide, on est d'accord que c'était sur le marché nord-américain? C'est le marché américain, ouais. Donc voilà, il peut refléter peut-être a posteriori ce qui va se passer en Europe et tout. Mais voilà, en tout cas, on voit la dynamique. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à checker les newsletters si vous voulez les rapports complets comme ça. Dès que je vois passer des PDF, je les partage volontiers. Ensuite, notre petite data que j'ai trouvé intéressante, c'est sur le marché de la contrefaçon. C'est dans Spirit Business, ils ont fait un petit article, le récap. Et là, je vais plutôt vous prendre directement ce que j'ai noté dans la newsletter, c'est à savoir que selon Euromonitor, la contrefaçon d'alcool pourrait représenter jusqu'à 26% de la consommation mondiale. Donc, je trouve le chiffre déjà hallucinant de se dire qu'il y a un quart de la consommation d'alcool dans le monde qui pourrait être de la contrefaçon, ce qui est une perte évidemment en recettes fiscales, hein, mais bon. Donc 8,9 milliards de dollars de pertes fiscales potentielles. Et on a un autre rapport de Fraud Advisory Panel, qui est lui plus sur l'Union européenne, qui nous dit que les ventes annuelles de vins, bières et spiritueux perdus en raison de ces contrefaçons sont estimées à 3 milliards d'euros. Donc voilà, je veux dire des chiffres assez impressionnants sur la contrefaçon. Alors je pense qu'en France, en Angleterre, on n'est pas trop impacté par tout ça, mais... Alors, en Angleterre... Mais c'est assez... Oui, il y a Vrai and No Few, là, j'avais relayé un truc. Ouais, mais en fait, il y a pas que ça. Il y a, en gros, des marques de vodka cheap qui sont... enfin, cheap ou mainstream, et même Smirnoff, qui avait eu... ce sont des cibles très importantes pour les contrefacteurs. Quoi. Et effectivement, comme l'exemple de Way and No Few l'a montré,
outre les pertes fiscales, il y a un vrai danger sanitaire. sanitaire qui est énorme, hein, parce que l'alcool industriel, c'est un poison. Enfin, c'est un poison à petite dose. Donc, ouais. Ouais, puis. Alors, je sais que il y a des pays nordiques, j'avais vu des trucs sur l'Islande où il y a des lois assez dures sur l'alcool, mais il y avait tout un réseau parallèle un peu de contrebande qui se créait avec des trucs faits maison. Où là, c'était même pas direct l'hôpital, mais c'était plutôt direct le cercueil, quoi. Bon, en tout cas, faites attention à ce que vous buvez. Mais en tout cas, ouais, ce chiffre-là de 26%, je le trouve fou. Voilà. Enchaînons. Qu'est-ce qu'on a de beau? Côté producteur maintenant, on a TOS qui a annoncé là, relancer la distillerie donc, de Vambréchy dans la banlieue de Nantes, n'importe quoi, de Lille. Voilà, donc distillerie de Vambréchy qui a repris la production ce mois-ci, ce mois d'avril, qui fait des genièvres et du whisky. Ils sont pour ça équipés d'un nouveau Holstein. Et voilà, donc Claessens, c'est le nom originel, avait un alambic qui est classé monument historique, il me semble, qui a une forme assez folle, avec des colonnes. Donc bon, c'est pas là-dedans qu'ils distillent aujourd'hui. Mais voilà, mais j'avais vu qu'il y avait tout un projet aussi immobilier, que tu pouvais devenir propriétaire d'un appart. En gros, c'est tout un centre un peu où tu peux faire plein d'activités, quoi. Et il y a notamment une distillerie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça montre enfin, je connais pas plus que ça, mais quand on regarde la taille de l'alambic historique, le fait que tu dises, et notamment par rapport à la taille du Holstein, ça te montre la différence de taille et d'échelle qu'il y avait à l'époque entre ces distilleries traditionnelles et aujourd'hui, le marché qu'il y a pour le genièvre français ou le genièvre des Flandres, qui est un produit super intéressant, mais qui est quand même extrêmement, extrêmement niche. Donc c'est intéressant de voir cet effort de revitalisation et de relancement. Mais l'écart entre ce que c'était avant et ce que c'est aujourd'hui est quand même assez spectaculaire. Après, ils ont peut-être la place pour développer, tu vois, c'est peut-être un soft. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Hein. Enfin, le fait qu'il y ait un relancement ou une redynamisation d'une activité de distillation, surtout de distillation traditionnelle, dans ces endroits-là, je trouve ça absolument fantastique, quoi. Donc voilà, distillerie en France. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a IJW, donc c'est a priori un gros groupe américain qui fait des whiskies américains, qui investit pour construire une distillerie au Japon. Et pourquoi les gars de l'article ont jugé intéressant de mettre... parce qu'on est d'accord, ce sont les alambics de Glenmorangie sur la photo. Je suis incapable de te dire. Je crois, mais mais c'est une image Getty Images d'illustration, voilà, je pense. Mais ouais, c'est intéressant. Non, bah écoute, simplement la news, c'est que voilà, des Américains construisent une distillerie au Japon, donc je pense des Américains qui ont le nez creux sur un point de vue purement pécunier et business. Donc voilà, le whisky japonais, si vous trouvez ça tendance, je pense que ça n'est que le début. Voilà. Et puis l'article précise qu'ils vont bien respecter en plus le nouveau cahier des charges du whisky japonais. Donc voilà, il va y avoir du volume. Next, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, petite tendance, c'est quelque chose que j'avais vu passer l'an dernier, mais là, il y a VinePair qui a publié un article pour nous parler donc, des singles Rickhouse. Et ça fait tic dans ma tête, effectivement. Est-ce que c'est pas un nouveau trend qu'on pourrait suivre un jour ? À savoir qu'on connaît évidemment tout ce qui est single barrel et tout. Maintenant, quand tu regardes les grosses distilleries américaines, ils ont parfois des centaines de chais. Et évidemment, d'un chai à l'autre, ils sont dispersés, ils donnent pas les mêmes résultats.
Puis le whisky qu'on goûte, c'est finalement l'assemblage de tout plein de fûts qui viennent de tout plein de chais. Mais voilà, mais je trouvais cette news très intéressante sur le fait que tu as une marque, notamment Russell Reserve, qui a sorti un single rickhouse, donc qui est un assemblage en fait de 70 fûts, quelque chose comme ça, qui viennent d'un même chai, un ancien chai de chez Wild Turkey. Et voilà, puis ça te dit même, c'est au deuxième, des fûts du deuxième et du troisième étage, donc vraiment très spécifique. Et je trouvais effectivement, tu vois, on parlait de pourquoi ils l'ont pas fait plus tôt, mais je trouve ça très cool effectivement de se dire, t'identifies un chai que t'aimes bien d'une grosse distillerie, et après tu t'achètes le whisky de ce chai-là, quoi. Enfin bref, c'est un peu méta peut-être ce que je dis. Non, mais je suis complètement d'accord. Et pour moi, ce qui est intéressant dans cette news-là, on revient un petit peu sur la conversation qu'on a eue à propos du Knob Creek Rye, 7 ans, avec l'indication d'âge désormais, c'est que le marché du whisky américain en général, et notamment du marché du straight American whisky, est vraiment monté en gamme, et que désormais, le niveau de sophistication de l'offre et aussi aujourd'hui du discours produit et du marketing pour vendre ces produits-là est de plus en plus intéressant, et chacun se bat avec ses armes. Donc, les legacy distillers, les grandes distilleries qui travaillent avec des tailles de batch qui sont énormes en termes de distillation, etc., eh bien, se battent avec leurs armes, c'est-à-dire un discours qui colle à leur processus de production. Et puis, les plus petites marques qui se lancent, eh bien, vont parler des grains, des types de céréales sourcés localement, de la maturation en fûts extrêmement spéciaux. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir comment les différents acteurs vont se positionner. Et, euh, et ça montre aussi la très très belle dynamique du whisky américain, qui a commencé par reconquérir son marché intérieur et à monter en gamme. Enfin, il y a quelques petites anecdotes qui sera pertinentes ou pas, mais il y a 1 an ou 2, je crois que c'était pendant le Covid, on avait fait un petit live avec Benjamin Flavini de Maker's Mark. Maker's Mark est une marque que j'aime beaucoup. Et j'étais allé rechercher dans des vieux bouquins sur le whisky. Moi, ça fait un petit bout de temps que je travaille dans le whisky en tant que marketeur et aussi en tant que passionné. Et j'avais trouvé un vieux bouquin de Michael Jackson, je pense, qui s'appelait The World Atlas of Whisky ou quelque chose d'un petit peu similaire, mais qui avait été publié il y a plus de 20 ans. Et il y avait des photos et un petit reportage sur Maker's Mark. Quand tu vois l'état de délabrement, parce qu'aujourd'hui, tu vas chez Maker's Mark, Star Hill Farm, la distillerie est très propre, ça reste un site industriel, mais tout ce que tu vois, notamment le Visitor Center, et tu peux prendre des jolies photos, etc. C'est vraiment joli. Là, il y a des photos où il y a la distillerie c'est à l'abandon, quoi. C'est pas vraiment à l'abandon, mais tu te rends compte que ça serait pas mal de poncer la façade et de remettre un coup de peinture. Et donc c'est assez intéressant de voir que il n'y a pas si longtemps que ça, 1, 2 générations, c'était un business qui n'était pas sexy. Voilà. Et désormais, cette vitalité retrouvée du whisky américain, surtout pour des fans comme toi, c'est quand même des très 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 bonnes nouvelles, quoi. Clairement. Et puis les investissements qu'il y a actuellement, ils sont fous, quoi. Tout est XXL en plus là-bas. C'est à coup de. Enfin, je sais pas, ouais. Tu relates des news, c'est des investissements en dizaines, voire centaines de millions de dollars, quoi. Donc clairement, oui, il y a un chemin qui a été parcouru depuis le côté délabré dont tu as été spectateur dans le bouquin ou quoi. En tout cas, voilà. Single Rickhouse, peut-être une tendance à venir qui va se développer. Vous achèterez non plus uniquement des single barrels, des single malt et tout. Vous pourrez même spécifiquement choisir le chai. Bref, à suivre. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? On passe à quelques news bars. De toute façon, on n'est pas loin de la fin. On passe aux quelques news bars. Donc, simplement les 50 Best qui ont annoncé que l'annonce se fera le 17 octobre cette année. Et ça se fera à Singapour cette fois. C'était à Barcelone l'an dernier. Voilà, donc ça passe à Singapour.
Ensuite, on a Drinks & Co à Paris, côté de Saint-Lazare, qui a lancé un nouveau menu. Ce que je trouve intéressant tout le temps là, dans les menus qu'ils font là, depuis quelques années maintenant, c'est qu'en fait, il y a des cocktails miroirs qu'ils appellent miroirs. Donc, ils déclinent il y a la version alcool, et pour ceux qui ne veulent pas le boire, ils proposent l'équivalent avec des produits sans alcool. Donc, je trouve créativement très intéressant. Voilà. En plus, ils ont fait des très belles photos des cocktails. Oui, je ne sais pas qui a travaillé sur les photos, mais... Alors, il s'appelle William Bocardet. Ok. Et on en croit les crédits. Eh bien, il sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, il y a 12 drinks, il me semble, ou alors je confonds avec un autre menu, mais il y a de quoi faire, il y en a. Et voilà. Et puis, il y a des highballs aussi. Je pense que c'est notable. Il y a quelques années qu'on parle du highball comme quelque chose peut-être tendance qui revient. Je ne sais pas, est-ce que commercialement ça marche si bien que ça, mais je trouve ça intéressant dans une démarche un peu boire moins sucré ou plus light un peu. Je suis d'accord avec toi. Personnellement, c'est un type de drink, surtout dès qu'il commence un petit peu à faire un peu chaud, qui fonctionne très très bien, qui fonctionne super bien, notamment avec le whisky. Et qui, surtout en plus quand ils sont bien faits, ils n'ont pas forcément besoin de plein d'artifices, quoi. Donc, très intéressant. Donc voilà, pour Drinks & Co. Un point à dire, et je suis un peu en mode auto-promo, mais Drinks & Co fait partie des endroits, parce qu'il y a un côté cave également, où on peut trouver pas mal de produits intéressants, et notamment de la liqueur de café Algebra en retail à Paris. Et tiens, on l'a pas évoqué tout à l'heure, mais donc tu lances le décaf, tu lances le single origine. C'est des produits dispo en France, ou que seront au UK? Disponibles en France, j'espère le plus rapidement possible. Ce que je cible, ça va vraiment dépendre. La dernière fois, sur notre dernier export, on a eu des problèmes incommensurables en termes de logistique parce qu'on a travaillé avec des gens qui n'étaient pas très fiables. Donc ça a mis 3 mois pour venir, mais là, l'objectif, c'est que ça arrive avant l'été. D'accord. On embouteille en mai, et qu'ensuite, en 3 semaines, les produits devraient arriver chez Mescal Brothers. Donc voilà, je mets ça sous condition que tout se passe bien, mais c'est ce qu'aujourd'hui on vise, à la fois sur le single origin et sur le décaf. Parfait. Donc voilà, et potentiellement chez Drinks & Co. On croise les doigts. Ensuite, petite news sur les bars. Alors là, on part à l'autre bout du monde. En Australie, on a de Matt Willey, qui est l'auteur du... merde, j'ai oublié le nom. Modern Cocktail, je pense. Voilà. Donc, qui a lancé un nouveau menu dans un bar qui s'appelle Re, avec l'accent. Particularité, c'est 10 cocktails basés sur les 10 ingrédients les plus gaspillés au monde. Tels que le pain, tels que le riz, tels que les pâtes de poulet. Enfin voilà. Donc l'anti-gaspi, clairement, est là dans le cocktail aussi. Voilà, bon, évidemment, je ne suis pas allé en Australie goûter, mais en tout cas, la démarche a l'air très intéressante. Quel manque de professionnalisme. Ah bah, abonnez-vous là, que je puisse m'offrir le voyage. Moi, j'avais vu que justement, et pour moi, c'était une collaboration qui faisait complètement du sens, mais ils avaient travaillé avec Mr Black, grande liqueur de café australienne, pour travailler. Ils avaient fait une version de Mr Black, travailler uniquement à partir de marcs de café. De cafés locaux. Déjà utilisés, je pense qu'ils ont dû faire un batch qui, pour leur échelle, était micro batch, mais qu'ils ont co-brandé, qu'ils ont vendu avec Matt chez Ri ou Ro, je ne sais pas comment on prononce, mais voilà. Et sur le papier, ça faisait vraiment du sens, quoi. Alors, gustativement, par contre, je suis très, très curieux, quoi. Eh bien... Ça, c'est une vraie curiosité, quoi, de réutiliser le café. Alors, en fait,
je pense que c'est compliqué. Moi, j'ai essayé. J'ai essayé de squeeze every last bit of flavor de mon marc de café après extraction. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé la solution. Moi, ma conclusion, c'est que tout ce que j'essaye de faire avec ce marc de café a le goût de marc de café quand tu nettoies la machine espresso, tu vois. Donc, oxydé. Et donc, moi, j'ai pas encore trouvé la solution, mais peut-être que d'autres personnes ont trouvé une solution qui fonctionne bien. Il y a un YouTuber qui s'appelle Dan Fellows, qui est un YouTuber britannique, qui est un ancien World Coffee and Good Spirits Champion et UK Barista Champion, qui a un très bon channel sur les cocktails à base de café. Et notamment, lui, il fait ce qu'on appelle un coffee saccharon, donc comme un oléosaccharon, mais à base de café, à base de marc de café. Qui transforme ensuite en espèce de liqueur de café maison. Enfin, il le fortifie avec un petit peu de rhum et il l'utilise pour faire des espresso martini. Il fait ça avec le marc ou avec les grains? Non, il fait ça avec du marc. Donc, il dit soit vous prenez votre marc quand vous faites un AeroPress ou un espresso, ou alors vous allez voir votre coffee shop local, vous récupérez ce marc tant qu'il est relativement frais, vous mélangez à part égale avec du sucre, vous attendez un petit peu de temps et ensuite vous allez diluer et filtrer et ensuite il utilise ça comme presque comme une liqueur de café maison et il a lui de bons résultats. Donc je pense que la technique est valable. Pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est vraiment la fraîcheur du marc de café parce que et d'ailleurs, pour avoir tu fais pas le relevé de la machine à la fin de la semaine, quoi. Ouais, non, mais parce que l'oxydation est extrêmement rapide. Le marc de café, très rapidement, ça attire quand même toutes les moisissures ou les bactéries que tu peux vouloir si tu le. Donc mais c'est une technique intéressante, ouais. Ça fait beaucoup plus sens dans ma tête là. Effectivement. Va faire un concentré et puis le sucre va adoucir justement tous ces défauts que tu t'aurais à juste remettre de l'eau, quoi. Très bien. Je te propose qu'on continue avec, on reste un peu dans le cocktail avec Holicity & Craft qui a publié une vidéo sur donc on avait l'espresso Negroni, enfin l'espresso. Là, je fais des mash-ups de cocktails. L'espresso martini, pardon, avec du parmesan, donc très sérieux. Il a fait une vidéo genre le Negroni, parmesan Negroni, où en fait il râpe du parmesan par-dessus comme un garnish, mais c'est absolument immonde évidemment. Mais tout ça pour nous expliquer derrière que en fait faut pas le faire comme ça. Et puis il explique une technique en fait d'une bartender qui a d'ailleurs gagné le World Class il y a quelques années cela, qui a fait une vraie recette, le Parmegroni, où en fait c'est un fat wash de parmesan alors je sais plus, je crois que c'est dans le vermouth. Ouais. Et pour faire une recette justement qui finalement est totalement dans l'air du temps. Et en plus qui a le bon goût d'utiliser, plutôt que d'utiliser le parmesan lui-même, parce qu'il vaut mieux mettre sur ses carbonara, qui utilise en fait la croûte du parmesan, qui est souvent difficile à utiliser. Donc c'est ce qu'elle utilise dans son fat wash. Donc c'est très smart. Et en même temps, c'est assez durable en fait. Ouais, il y a un côté récup effectivement. Voilà, donc le Parmegroni, si vous voulez tester, il y a le lien également dans la newsletter. Ensuite, simplement, on arrive au bout, mais je vais citer quelques médias pour ceux qui aiment bien un peu les vidéos et tout. On a Tire Elementary qui a fait une vidéo assez rigolote pour promouvoir leur merch et leur cocktail prêt à boire. En fait, la vidéo est assez rigolote puisqu'on voit Monica Berg qui commande à Old Fashion et puis Alex Cratena qui est en mode bartender un peu loufoque qui fait OK, il y en a pour 10 minutes à faire l'Old Fashion. Enfin bref, et puis là, il va même jusqu'à se traîner à la main et tout. La vidéo est très rigolote et puis à la fin, simplement pour dire, en fait, il y a une solution plus rapide, c'est de prendre la bouteille, de l'ouvrir et de le verser dans le verre. Donc voilà, petite vidéo rigolote à suivre sur les réseaux.
Pour ceux qui aiment bien un côté plus spiritualiste, il y a la chaîne de Jeff Bradford, qui est en fait un vétéran américain qui maintenant parcourt le monde et visite des distilleries et il fait des petits reportages assez cool qui durent généralement une bonne trentaine de minutes. Et là, il a consacré une nouvelle vidéo à Islay. Donc voilà, si vous vous intéressez à Islay, vous voulez voir pas mal de distilleries, écoutez, il en a fait le tour, il a interviewé pas mal de gens. Moi, donc ça se passe sur YouTube. Ce que je recommande aux auditeurs ou aux abonnés à la news, c'est... moi, j'ai pas tout le temps d'aller voir notamment ces vidéos long format, etc. Mais en termes de reportage, tu nous envoies toujours des choses qui sont vraiment super intéressantes. Mais c'est de se faire une liste. Moi, sur YouTube, j'ai une liste avec quasiment que les reportages de distillerie que j'ai trouvés via Distill News. Et elle est quand même assez longue, mais le truc, c'est qu'il n'y a que de la qualité. Donc, c'est difficile, mais il faut que je prenne le temps pour tout voir, quoi, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est que, tiens, j'en mets une autre à l'écran vite fait. C'est La Fabrique à Alcool aussi qui a fait un petit documentaire, un petit reportage de 11 minutes où ils expliquent un peu la naissance de la distillerie, donc La Fabrique à Alcool qui est en région parisienne. Donc voilà, qui est très cool. Les images sont belles, c'est propre et tout. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on voit en fait se développer tous ces formats. Là où je me souviens, il y a encore 5 ans, tu cherchais une info. Enfin, tu vois, moi, je l'ai connu de première main. Je montais une distillerie à Bordeaux et je cherchais des infos. C'était une vraie galère pour ne serait-ce qu'avoir des images de distilleries existantes pour s'inspirer, pour voir comment ils ont mis en place leur truc. Maintenant, tu as pléthore de trucs, quoi. Tu as des vidéos à gogo. Moi-même, j'ai ma modeste contribution où je fais une vidéo qui explique le fonctionnement d'un alambic hybride. Mais voilà, donc c'est pour ça que je suis assez friand de partager tout ça aussi. C'est vrai, la qualité et la quantité. Alors, et encore une fois, je vais arrêter de te cirer les pompes, mais en fait, aujourd'hui, il y a une quantité d'informations et de ressources, mais tout n'est pas bon. Parce que moi, des vidéos soit sans aucun intérêt, soit parfois qui disent carrément des choses techniques qui sont fausses, voire même qui sont dangereuses, notamment si on commence à aller dans les alcools, la distillation ou le setup d'une distillerie. Il y a des choses, parfois tu vois des gens faire des choses et les montrer sur Internet et tu dis « Oh là là, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée ». Mais justement, la curation que tu fais et les liens que tu partages sont sont toujours pour moi de très grande qualité. C'est vraiment intéressant. Bien, merci à toi. On passe dans le côté pas du tout éducatif maintenant, avec des petites campagnes médias aussi que j'ai partagées. Voilà, des choses qu'on ne voit pas en France. Mais grâce à Internet, on peut les voir. Vous avez notamment Aviation qui a fait une pub pour le Rex Manning Day. C'est en référence à un film qui s'appelle Empire Records, où en fait, on voit le personnage du film en train de réaliser un cocktail de manière humoristique, genre nous ne sommes pas une secte et tout. Voilà, bon, vous avez les liens évidemment dans la newsletter, hein, surtout pour ceux qui nous suivraient en audio, ça doit pas être très, très parlant. Ouais. Mais voilà, simplement les mentionner. Et vous avez Grand Marnier également qui a fait une nouvelle campagne qui s'appelle The Grand Encounter. Tout ça pour illustrer le fait que Grand Marnier, c'est un assemblage de cognac et de liqueur d'orange. Du coup, une petite campagne de pub bien faite aussi en illustrant ça avec notamment l'association d'une pianiste classique avec un DJ, voilà, pour dire c'est un peu ça le mélange. On a Kraken, alors celle-là, je l'ai bien aimée. Un petit spot de pub Kraken pour son nouveau Gold Spiced, où en fait, il y a un petit détail. Alors, c'est pour ceux qui aiment bien les pirates déjà. Donc, il y a des pirates, donc naturellement, moi, j'ai fait « Ah, bah tiens, ils font comme Captain Morgan ou quoi ?» Et en fait, le petit détail assez fou que j'ai vu, ça, c'est une fraction de seconde à la fin, c'est qu'en fait, le Kraken dégomme une bouteille de Captain Morgan, justement, et de Sailor Jerry. Donc voilà, on fait pas... En France, on n'est pas habitué aux pubs comparatives. Et là, il y a Kraken qui, de manière... Enfin voilà, faut faire arrêt sur image hein, pour le ticket. Voilà, bon, pareil, le lien en description. Qu'est-ce qu'on a de beau ensuite? Pour ceux qui ont Amazon Prime, il y a une série qui s'appelle Free Drinkers, ou Les Trois Buveurs en français.
qui sort une nouvelle saison de 4 épisodes au mois de mai, il me semble. Et ça se passe à Cognac cette fois. Donc pareil, il y aura donc un petit ceux qui aiment bien les petites séries de voyages qu'on a sur Netflix et compagnie. Et ben il y en a une qui est dédiée à notre univers et qui en plus se passe à Cognac. Ça arrive au mois de mai. La bande-annonce, en tout cas, promet des images vraiment, vraiment très chouettes. Hein. Dans les chais, en distillation, ça donne envie. Ouais, on voit que c'est bien produit, quoi. Que c'est pas la petite vidéo, le petit vlog à la con. Hein. C'est de donc à suivre. Et puis de toute façon, quand ça sortira, et notamment si c'est dispo en France comme l'a pu être Drink Masters et tout, je me ferai un plaisir d'en reparler. Qu'est-ce qu'on a de beau? Simplement pour conclure également, si vous voulez toujours plus de podcasts, toujours plus de contenu, j'ai un autre podcast donc, qui s'appelle Bottlefield Show et cette semaine on a parlé des vodka waters avec une marque qui s'appelle Mom Water, voilà, qui a son petit squat de canettes de vodka water avec des prénoms féminins dessus et ils sortent même une version Dad Water à la base de tequila. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, ça se passe sur le Bottlefield Show. Moi, j'avais une question rapide à propos justement des vodka water par rapport au hard seltzer. On est d'accord que globalement, hard seltzer, la base alcoolique n'était pas forcément un spiritueux, mais était souvent un alcool neutre mais fermenté. C'est ça? C'est à base de malt ou à base de spiritueux. T'as les deux. En gros, là, la grosse différence, c'est que seltzer, c'est de l'eau pétillante. Ok. Alors que là, la vodka water, en fait, c'est juste, c'est très con, mais c'est juste de la vodka diluée avec de l'eau et aromatisée, quoi. Ok, donc là, je n'avais vraiment pas compris. Donc, il y a quand même pas. Ok. Parce on est sur une nouvelle catégorie, quoi, mais il manque les bulles. Ah, donc pour moi, j'ai pas goûté, mais sur le papier, organoleptiquement, ça manque quand même de beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que tu peux faire ça à la maison. Tu mets un trait de sirop de grenadine et même de l'eau. Si tu veux vraiment fancy, tu filtres ton eau dans une carafe Brita et tu vas mettre au frais. Et mais tu peux faire Après, c'est toute la beauté du marketing. Ok, d'accord. Sauf que là, ça s'appelle Mom Water. C'est clairement ciblé sur les mamans, entre guillemets. Il y a ton petit prénom sur la canette. Hein. Tu t'appelles Julie, Sandy, Linda ou quoi, tu trouveras ta canette. Mais oui, mais j'avais lu un article de VinePair qui avait une tendance sur des gens qui commandaient des vodka à l'eau dans les bars, quoi. Le truc qui littéralement n'a aucun intérêt, quoi, à part être tipsy gentiment, quoi. Enfin bref, on a consacré un épisode du Bottlefield Show à ça pour ceux que ça intéresse. Également. Juste avant, j'ai pas eu l'occasion d'en parler vu qu'il y avait le week-end de Pâques, mais évidemment que le 1er avril, on a fait un épisode dédié à toutes les innovations, entre guillemets, qui étaient des fausses innovations qui ont été annoncées en guise de poisson d'avril, et notamment le Algebra parmesan. Et ce qui est peut-être plus intéressant dans cet épisode, c'est que en trame de fond, on se posait la question, est-ce que finalement le 1er avril n'est pas un prétexte pour tester des idées? Voilà, une nouvelle stratégie de R&D, quoi. Avec l'exemple des pickles au gin de Hendrix. Exactement. Ouais. Qui ont vraiment existé après, quoi. Mais voilà, donc peut-être, Algebra parmesan. S'il y a assez d'amour qui est envoyé envers cette idée, que vous inondez Yves de DM en lui disant que c'est pertinent, peut-être il sera forcé de le faire. On trouvera un moyen. Donc voilà, pour ceux qui aiment les podcasts, évidemment, vous pouvez retrouver tous les replays des épisodes précédents. J'avais j'avais Fernando Castellon, l'épisode précédent, j'avais Marc Bonneton de Cocorico avant, et j'avais David Migueres de Mescal Brothers qui te distribue justement dans un épisode encore avant. Donc, à suivre également sur votre plateforme de podcast préférée. Voilà. Puis, je mets aussi en avant des packaging maintenant. Là, je suis en train de dérouler tout le truc.
Mais voilà, pour ceux qui s'intéressent au design, sachez que vous pouvez également retrouver sur Distil News maintenant des petits best-of de jolies bouteilles. Voilà, puisque on aime bien goûter les spiritueux avec la bouche et le nez, mais avec les yeux, c'est pas mal aussi des fois. Moi, j'ai donc le design de Big Kahuna Gin. Ouais. On est d'accord que Big Kahuna, c'est la chaîne de fast-food où les deux tueurs à gages ou les hommes de main dans Pulp Fiction. C'est pas. Ah, je t'avoue, la ref faudra vérifier, ouais. En tout cas, c'est ce que ça m'évoquait. Mais étant pas forcément un cinéphile averti, mais le nom m'est revenu en tête. Oui, je vois. En tout cas, le design est très sexy. Donc voilà, retrouvez sur disneynews.fr tout ça. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous. Voilà. Et lâchez un petit like si vous avez aimé cet épisode. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusque-là. C'était dense. On avait beaucoup de choses à dire. Voilà, je sais pas s'il y a une news qui t'a particulièrement marqué, Yves. Il y en avait beaucoup. Je reviens sur la première, encore une fois, sur la tequila fumée. Ouais, patronne fumée. Je me dis, ouais, effectivement, pourquoi ils l'ont pas fait avant. Donc c'est intéressant, même si c'est polémique, encore une fois. J'ai bien trouvé ma une alors. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de t'être joint à moi sur cet épisode. C'était très très cool, très 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 riche, comme je l'ai dit. Et voilà, écoutez, suivez Algebra Drinks. Donc, si vous êtes à Londres, vous avez le London Coffee Festival qui arrive cette semaine. Vous avez le décaf d'Algebra qui arrive. Vous avez la version single origin avec Ozone qui arrive et qui sera, on croise les doigts, également dispo en France à compter de, au moins pour cet été. Ouais. Mais dans tous les cas, en fait, si vous lisez Distil News, vous aurez l'info, évidemment. Voilà, merci encore. Merci de m'avoir reçu et bravo pour le travail. Et puis j'espère à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut Fred.